Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, je complète d'autres pages correspondant à la section 4 portant sur l'équilibre statique, l'équilibre de rotation et l'équilibre de translation, soit les pages correspondant à l'exemple 3. L'exemple 3 qui se lit comme suit. Une poutre ABC est supportée en A et en B tel qu'illustré. Donc c'est la poutre qui est ici, puis ABC c'est les 3 points importants de la poutre. La masse de la poutre est de 15 kg et la masse suspendue ici à l'extrémité de 70 kg. On veut déterminer les forces en A et en B. Donc on semble dire qu'il va exister des forces au point A et au point B en utilisant les lois appropriées sur la poutre et ou sur la masse suspendue. Évidemment, il serait même possible de faire la physique sur les appuis. Ça pourrait être intéressant dans des problèmes de sécurité où il y a eu des accidents, où il y a eu rupture, qu'il y a un ancrage ou un point d'appui qui a brisé, se demander quelles ont été les forces internes qui existaient à cet endroit-là. C'est pour ça que souvent en physique, c'est pas la première fois que je vais le mentionner, mais il faut préciser sur quel objet on travaille. Dans ce cas-ci, il y a 4 objets différents dans le système complet. Il y a les 2 appuis, il y a la poutre, puis il y a le bloc ici. On pourrait même rajouter la corde, un 5e objet. Donc, on peut faire la physique sur ces différents objets-là, ou des fois sur le système au complet. Donc, il faut parfois préciser sur quoi qu'on applique nos lois de physique. Ceci étant dit, on va faire une deuxième lecture en identifiant nos données. Donc, le premier chiffre qu'on rencontre, c'est le 12 kg de masse de la poutre. Et on rencontre immédiatement après aussi le 70 kg de masse de la masse suspendue qui est ici. J'ai probablement utilisé des lettres, des indices, étant donné que j'ai 2 M déjà qu'il faudrait que j'identifie. J'ai M indice P majuscule pour la poutre. Ici, j'aurais pu l'appeler M bloc. M, S majuscule pour masse suspendue. J'ai plutôt utilisé, parce que tantôt on va avoir la force en A, la force en B, puis on va avoir des forces en C. Fait que j'ai plutôt fait référence au bloc qui est suspendu au point C, donc je l'ai appelé MC majuscule. Il y a d'autres noms qui auraient pu faire l'affaire aussi. Il s'agit d'être cohérent après ça dans la suite du problème. Les prochaines données qui sont mentionnées dans le texte, c'est des données inconnues. On cherche des forces en A, donc Newton, des forces en B, Newton aussi. C'est certain que je les ai appelées F majuscule. J'en ai déjà 2, il faudra que je les sépare, mais souvent les forces, j'aime ça préciser de quelle nature de force que c'est. Est-ce que c'est un FG? Est-ce que c'est une tension dans une corde? Est-ce que c'est une force normale? Est-ce que c'est une force de frottement? Donc, on va falloir les identifier un peu plus clairement tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres choses dans la phrase, mais il y avait des choses dans le dessin. Donc, mes 2 dimensions, je les ai mis ici, 0.6 mètres, 60 cm, puis 1.4 mètres, 140 cm. Encore une fois, j'attends peut-être avant de les nommer. Moi, je vous le fais comme dans la vraie vie. C'est moi qui l'aurais raisonné, que je suis en train de faire mon brouillon. Là. Je ne suis peut-être pas encore sûr à 100% des noms que je veux mettre à ces différents endroits-là. Donc, soit que je me mets des noms temporaires, ou soit que j'attends. Quand je vais les utiliser, je les nommerai dépendant de la façon que je vais les utiliser, peuvent avoir l'influence sur le nom. Il y a 2 variables déjà que je peux clairement identifier sur mon dessin, qui ont été identifiées de A à Z, si on veut. Donc, la masse de la poutre, la masse du bloc suspendu en C. C'est les 2 variables que je viens d'identifier. Donc, ça, c'est mon objet masse poutre, ça, c'est mon objet masse C. Les prochaines variables, puis les variables que je cherche, c'est des forces. Donc, je fais de la dynamique. C'est sûr que je m'attends à faire de la dynamique de rotation, mais je fais de la dynamique, je vais avoir des forces à identifier. Quand on se met à identifier des forces, on est aussi bien en même temps d'identifier toutes les forces dans le système. Et là, je pourrais me demander aussi en A et en B, dans quelle direction que je vais mettre ces forces-là, puis quelle est la nature de ces forces. Je vous dirais là que je vais... Des fois, j'ai de la difficulté, comme les étudiants, puis même ce problème-là, pour être sûr de quel sens que j'allais dessiner mes forces, je l'ai expérimenté physiquement. Des fois, j'essaie juste de l'imaginer, mais là, j'ai fait plus que ça. Je suis allé l'essayer. Je me suis pris un petit crayon qui représentait ma poutre. J'ai attaché une corde à une des extrémités. J'ai tiré, puis j'ai fait 2 appuis avec mes doigts. OK? Pour ressentir vraiment les forces qui sont en jeu. Évidemment, une des forces principales, c'est une force qui tire vers le bas ici. Hein? Donc, j'ai un vecteur tension, une force de type tension à cet endroit-là. Okay? Et quand je l'ai fait, j'ai ressenti sur mes doigts, sur l'index, il fallait que je force vers le haut. Là. Si je tirais assez fort, j'avais même les shakes ici, puis ce doigt-là, je sentais forcer les muscles extenseur de l'index
Donc, j'essayais d'étendre mon doigt vers le haut, si on veut, de résister au crayon qui voulait descendre. Donc, j'avais une force. J'exerçais une force comme ça. Le doigt essayait de se relever. Donc, c'était une première force de type normal, une force qui existe entre deux objets qui se touchent. Okay? Et ce doigt-là, ben, je le sentais forcé, même si je tirais assez, je le faisais shaker un petit peu. Et ce sont les muscles fléchisseurs du doigt qui travaillaient. J'essayais de plier mon doigt vers le bas. Donc, j'exerçais une force sur le crayon dans ce sens-là. Donc, mon doigt exerçait une force sur la poutre de ce type-là. Une force normale, évidemment, encore une fois. Là, j'ai mis lui plus long que lui. Peut-être que je me trompe. Là. En termes de longueur, j'aurais peut-être mis dans un premier temps de la même longueur. Et c'est drôle, je m'attends peut-être à ce que ce soit lui qui soit plus long. Mais ça, c'était déterminé justement par les calculs. De retour à mon problème, je me sentais plus outillé là, pour identifier les forces et le sens des forces qui étaient impliquées dans le système. Un autre truc que je peux vous donner lorsqu'on fait de la dynamique puis qu'on veut identifier toutes les forces, puis dans ce cas-ci, il va falloir identifier toutes les forces parce qu'on veut faire les lois sur la poutre et sur la masse suspendue, il va falloir identifier toutes les forces qui agissent sur la poutre et qui agissent sur la masse suspendue. Il y aurait aussi des forces qui agiraient sur les appuis, mais on n'aura pas besoin dans le cadre de ce problème-là. Bon, ce que je disais, c'est un autre truc que je prends, c'est que souvent, je vais dans le chapitre 7, deuxième page de résumé du chapitre 7, pour ne pas oublier de forces, pour avoir une liste de référence de quelles forces que je devrais tenir compte. Je suis dans le résumé, je vous disais le chapitre 7. Chapitre 7, c'est le début de la dynamique. C'est l'introduction aux forces. À la deuxième page, le début, c'est déjà une identification des forces là, sur un dessin qui en contient le plus possible. Mais ici, on a une liste de toutes les forces. Fait que souvent, je me sers de cette liste-là comme aide-mémoire pour être sûr que j'ai identifié toutes les forces qu'il y avait dans mon problème. Donc, on va commencer, on va l'utiliser. Donc, je devrais me demander quels sont les FG qui existent dans mon problème de physique. Bien, j'ai deux masses que je vais étudier, masse de la poutre, masse du bloc suspendu en C. Bien, ces deux masses-là vont impliquer l'existence d'une force gravitationnelle, soit FG de la poutre à cet endroit-ci, et pour la masse suspendue en C, un FG également à cet endroit-là. Il y en a un qui vaut 70, un qui vaut 12, donc c'est sûr que les faire strictement à l'échelle, lui va devoir être beaucoup plus long que l'autre. Donc j'ai rapetissé un petit peu lui, puis j'ai mis lui plus long, mais ils ne sont pas strictement à l'échelle présentement. Et quelqu'un pourrait me dire, ben, il existe un FG aussi si l'appui ici possède une certaine masse, mais on n'en parle pas dans le problème. Et les cordes, souvent, on va dire que c'est des masses qui sont négligeables par rapport aux autres, donc je ne mets pas d'autres FG. De retour à ma liste. Donc, les FG, c'est réglé. Les forces de ressort, j'ai pas de ressort dans le problème, donc j'en dessinerai pas. Troisième type de force, les forces de tension qui existent dans les cordes, dans les câbles. Oui, j'ai une corde, donc je vais avoir une force de tension. Et ce qu'on fait pour les cordes, je le montre ici, je viens de les ajouter. On dessine toujours la force de tension aux deux extrémités de la corde. La corde tire sur les objets à ces deux extrémités. Donc, la corde tire sur la poutre et la corde tire aussi sur la masse suspendue ici. Puis là, j'ai une erreur de dessin, de mise à l'échelle des différents vecteurs. J'y reviens là, dans quelques instants. Évidemment, je devrais identifier ces deux vecteurs-là, qui sont des vecteurs différents. Ils n'ont pas la même direction, donc je devrais lui donner des noms différents. Il s'agit d'avoir deux noms différents ici. C'est sûr que je vais les appeler FT pour dire que c'est une force de tension. Je vais les appeler FTC. Lui, il faudrait que je donne un autre nom, donc je pourrais l'appeler FT autre chose. Mais je me suis simplifié la vie, je l'ai appelé moins FTC. Donc le signe moins n'a aucun rapport avec une quelconque opération mathématique. C'est comme quelqu'un qui s'appellerait Michel, puis l'autre moins Michel. C'est un nom bâtard, excusez le terme. Mais c'est un nom pareil. Fait que lui, je l'ai appelé moins FTC. Ces deux vecteurs-là ont des noms différents. Ils ont évidemment un lien. Sont dépendants l'un de l'autre, puis surtout en termes de modules sont égales, mais en termes de direction, ne sont pas égales. Le problème que je vous mentionnais, c'est que tout à l'heure, on va faire la physique sur la masse qui est suspendue ici, puis on va s'apercevoir que la force qui est ici devrait être égale à la force qui est ici. Sinon, j'ai un problème de physique. Donc là, je devrais dessiner celui-là très très long, puis là, il faudrait que l'autre ait la même longueur aussi, très très long également. Là, il passe un par-dessus l'autre. C'est pour ça qu'au départ, tantôt, j'avais dessiné lui
2 de long, probablement, au même titre que lui, je l'avais mis 2 carreaux de long. Mais là, lui devrait être plus petit. Parce qu'on a dit qu'il devait être plus petit que celui-là ici. Bon, là, ça commence à complexiser mon dessin. Donc, il va y avoir une incohérence d'échelle. Je vais garder lui à une certaine longueur, puis lui, au moins, je vais le mettre égal à l'autre qui est en face. Bon, si on oublie l'incohérence des longueurs de vecteurs de force ici, au niveau des cordes, c'est la seule corde que j'avais. Si je reviens à ma liste de forces dans le résumé du chapitre 7, je suis rendu aux forces normales, donc je pourrais aller tout de suite sur mon dessin, mais je veux quand même regarder les autres. Il n'y aura pas de frottement dans ce problème-là, donc tout ça, je laisse tomber. Il n'y a pas de frottement dans l'air, la force de drague qu'on appelle, la force de traîner dans l'air, donc ça, je laisse ça tomber aussi. Et il n'y a pas de force extérieure exercée par un être humain ou par un mécanisme motorisé quelconque, donc ça je laisse tomber. Fait qu'il me reste juste les forces normales. Je vous rappelle, les forces normales, c'est des forces qui existent quand deux objets interagissent, se touchent et interagissent. Ben, c'est le cas avec mes appuis. Hein, on l'a vu tout à l'heure, quand je suis allé faire l'expérience avec mon crayon, là, ben, la poutre interagit ici avec, c'était mon doigt il forçait, puis mon doigt forçait, donc il y avait une interaction physique entre deux objets. Il va y avoir des forces normales. Et là, ben, c'est mon essai tout à l'heure qui va m'aider à les mettre dans le bon sens. Donc, je viens de les faire apparaître, puis conformément à l'essai que j'ai fait tout à l'heure, je disais que mon doigt ici forçait vers le haut, puis le doigt ici forçait vers le bas. Et là, c'est toutes les deux des forces normales, des forces qui existent physiquement entre deux objets qui se touchent, mais je les ai donné des noms différents. Donc, j'ai utilisé, on était au point B, donc la force normale en B, puis la force normale en A, ce qui me permet d'identifier mes choses ici. Et j'ai identifié toutes les forces qui existaient sur les objets que je m'apprête à étudier. Première remarque, je cherche des forces. Le chapitre 7, justement, somme des forces est égal à 0, somme des forces est égal à MA, nous permettait de trouver des forces. Ben là, toutes les forces que j'ai dessinées sont en Y. Donc, première ligne que je vais vous montrer est complètement inutile. Je pourrais me demander, est-ce que la somme des forces en X peut m'aider à résoudre ce problème-là? Ben, non, ça n'a aucune utilité dans le problème. Évidemment, si je commence à parler de X et de Y, ben, ça me prendrait peut-être une référence là, de quoi je parle. Donc, je l'ajoute sur mon dessin. Somme des forces en X n'avait aucune utilité. Je pourrais me demander est-ce que la somme des forces en Y peut m'être utile. Et je dois préciser sur quel objet je le fais. Puis là, la force normale en A puis en B agissent sur la poutre. Donc, je devrais appliquer cette loi-là de physique à la poutre. Donc, je vais préciser que je fais la somme des forces en Y qui est sur la poutre. Bien, sur la poutre, cette force-là s'exerce sur la poutre. Celle-ci, troisième, quatrième force qui s'exerce sur la poutre. Donc, je vais avoir 4 forces. Une par en haut. La force normale en B s'exerce par en haut, donc elle est positive quand je tiens compte du signe. Selon Y, ça veut dire tenir compte du signe. Et les 3 autres sont listés comme étant négatives parce qu'ils agissent à 100% sur l'axe des Y. Donc, je n'ai pas à tenir compte d'un quelconque angle, mais ils sont tous négatifs. Ils agissent vers le bas. Quand je fais le bilan après avoir utilisé un premier concept de physique, ben, j'ai écrit une équation. Et il y a 4 inconnus dedans. 2 inconnus que je cherche, mais 2 inconnus supplémentaires. Cela ne me cause pas trop de problèmes. FGP, ben, FG est égal à MG. Je serais capable de le calculer, de mettre un chiffre ici éventuellement. FTC, je serais capable de dire que FTC, on va montrer qu'un concept de physique tout à l'heure, que FTC est égal à F. Pour que ça soit immobile, il faut que la force ici soit égale à la force là. Et encore une fois, je vais dire que ça est égal à la force ici. Puis ça, c'est une force FG, donc je suis capable de calculer FG, je suis capable d'avoir un chiffre pour ça, je suis capable d'avoir un chiffre ici. Mais ces deux-là, j'ai pas de chiffre pour, puis j'ai épuisé tout ce que me permet la dynamique de translation. Donc, il va falloir que je passe au moment de force. J'aurais pu déjà décider, des fois par expérience, de dire je vais passer par un moment de force, parce que j'anticipais, je savais que quand j'allais écrire cette équation-là, j'allais avoir 2 inconnus de type force normale dedans, puis que je n'ai pas d'autres outils pour calculer des forces normales après ma barre. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente. Sauf que là, je vais utiliser un autre outil pour en calculer une des deux. Quand je vais avoir un chiffre pour une des deux, ben, j'ai un chiffre là, par exemple, j'ai calculé FNA, ben, je vais avoir un chiffre ici. Donc, je vais pouvoir dire que je réutilise ça pour calculer l'autre. C'est sûr que j'aurais pu utiliser l'outil que je vais prendre pour calculer FNA, qui va être
les moments de force, c'est tout ce qui me reste comme autre outil. J'aurais aussi pu l'utiliser pour FNB, mais utiliser les moments de force, c'est quand même un outil qui est plus complexe que juste la somme des forces en Y est égale à 0. Donc l'expérience que j'ai aussi me disait que de toute façon, j'allais revenir à cet outil-là pour un coup que j'allais avoir calculé une force normale pour calculer l'autre. Ça, cette expérience-là, on ne l'a peut-être pas lorsqu'on étudie la physique la première fois. On aurait peut-être commencé par les moments de force, mais on y serait venu d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai une équation et 4 inconnus pour l'instant. Ben, une autre façon de calculer force normale en A, c'est en passant par des moments de force. Si je passe par des moments de force, il va falloir que je décide par rapport à quel point je fais la rotation. Évidemment, il ne faut pas que je mette la rotation ici, puis je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, mais quand on fait des moments de force, l'axe Z, je pourrais le mettre n'importe où, puis les lois de la physique vont quand même être vérifiées. C'est sûr que jusqu'à maintenant, on avait tendance à le mettre où il y a un clou. Hein, on clouait l'objet quelque part, puis il tournait alentour de cet axe de rotation-là. C'est un bon endroit pour mettre l'axe Z. Mais la physique serait vérifiée que je le mette n'importe où. On peut se rappeler la photo que j'avais tantôt quand je regardais, quand j'avais essayé avec un crayon. Bien, ça avait l'air à tourner alentour ici, donc ça pourrait être un endroit intéressant pour mettre l'axe de rotation. Ce qui est important, ou ce qui est utile, c'est de mettre l'axe de rotation à un endroit où ça élimine une force, surtout une force que j'ai pas de valeur pour. Je pourrais le mettre au centre, ça pourrait être naturel de dire je vais mettre un axe de rotation en plein centre ici. Mais là, quand je vais faire la somme des moments de force, je vais avoir deux inconnus. Hein? Comme dans cette équation-là, j'avais deux inconnus, mais si je n'élimine pas FNB, si je fais la rotation par rapport au centre, ça va apparaître dans mes moments de force, puis ça va apparaître dans mes moments de force, je vais avoir encore mes deux inconnus. Quoique, je pourrais dire que j'ai deux systèmes où ce que j'ai deux inconnus, puis ça serait résolvable. Mais l'utilisation de moments de force, qui peut être bien pratique, c'est de mettre l'axe de rotation pour éliminer justement une de nos inconnues. Donc, oui, naturellement, ça courbe autour de ça, mais moi, j'aurais tendance à mettre l'axe Z ici pour éliminer FNB. Donc, je viens de vous faire apparaître mon axe de rotation. Tous mes moments de force, M, vont se calculer par rapport à cet axe de rotation-là. Puis évidemment, FNB n'a pas de moment de force. Il passe par le clou. Là, c'est un clou virtuel que c'est moi qui ai décidé que je mettais là. Mais FNB passe à travers le clou. Son M est égal à 0. Ce qui fait que lui n'apparaîtra pas là, dans mes équations que je vais utiliser. On disait que je voulais trouver une autre façon de calculer cette force normale-là. Bien là, j'en ai un autre en passant par les moments de force, puis en éliminant en plus la force normale B. Donc, la première chose que je vais utiliser, c'est justement la définition du moment de force pour calculer FNA. Hein? FNA va apparaître ici. Donc là, je vais calculer le moment de force créé par FNA. Donc, on l'appelle MNA. Au lieu de force, c'est moment de force. Est égal au bras de levier. Bien là, le bras de levier, si l'axe Z a été fixé ici, le 60 cm qui est ici, correspond justement au bras de levier. Donc, c'est ce que je vais avoir écrit ici. Pour maintenir le lien avec MNA puis FNA, j'aurais peut-être dû l'appeler R perpendiculaire NA, mais ça, de toute façon, tant qu'on est conforme partout ce qu'on l'utilise, ça commence à faire beaucoup d'indices. Pour moi, ça va bien l'ordinateur, mais il s'agit juste d'être cohérent. Puis ici, évidemment, j'ai mon FNA. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation, parce que la première, je vais la conserver, je vais en avoir besoin éventuellement pour calculer FNB. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation. Cet inconnu-là, je ne la compile pas puisqu'elle est déjà là. Et j'ai rajouté une équation, donc je suis à 5 inconnus. Mais surtout, je viens de prouver que je veux passer par les moments de force. Donc maintenant, je vais utiliser la physique qui dit que la somme des moments de force est égale à 0. L'équivalent de ça, mais pour la rotation. Donc je descends un petit peu, puis on va utiliser, la somme des moments de force selon mon axe de rotation Z. Évidemment, il y a 2 objets, puis il y a même 4 objets, puis 5 objets. Fait que je peux préciser sur quel objet que je fais la rotation. C'est ma poutre que je vais étudier la rotation. Puis ma deuxième ligne, là, dire que je me simplifie la vie en disant que je regarde qu'est-ce qui tourne anti-horaire puis horaire. Fait que je reviens sur mon objet. C'est cet objet-là qui tourne par rapport à l'axe de rotation qui est ici. FNA va le faire tourner comme ça, anti-horaire. FNB ne le fait pas tourner, évidemment. FGP puis la tension ici, ces deux-là le font tourner dans l'autre sens, le font tourner horaire. Donc, ceci étant dit, je suis capable d'aller fixer
mes différentes valeurs. Donc, anti-horaire, il y avait juste MNA. Et horaire, il y en avait deux. Il y avait le moment de force correspondant à FGP, puis il y avait le moment de force correspondant à la force de tension en C. Donc, je viens d'écrire une troisième équation. MNA était déjà listé, mais j'ai rajouté deux inconnus, qui sont deux moments de force, que maintenant, il va falloir que je calcule tout simplement. Donc, ça ressemble toujours à mes problèmes. J'écris une première fois un moment de force, après ça, je fais la somme des moments de force. Je suis sûr que quelqu'un déjà pourrait commencer tout de suite à calculer tous ces moments de force ici, quelqu'un qui a l'habitude. Moi, je vous le montre dans l'ordre que ça m'apparaît. Pour quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience, même si j'en ai, j'essaie des fois de me comporter comme si j'aurais peu d'expérience. Donc, je vais réutiliser mes moments de force pour calculer les deux autres M qui sont apparus. M créé par FGP, ben, c'est le bras de levier que je vais avoir ici, le petit bras de levier, parce que le FGP est ici par rapport à l'axe de la rotation, il est ici. Évidemment, c'est toutes des forces qui sont perpendiculaires par rapport à l'axe de rotation. Je ne sais pas si je l'avais mentionné. Et cette valeur-là, je n'ai pas de chiffre pour elle. Il ne correspond pas à 60. Cette cote-là que je viens de mettre pour montrer mon bras de levier ne correspond pas non plus au 140. Donc, je ne peux pas utiliser ces deux chiffres-là. Donc, ma méthode à moi, c'est de dire, ben, je n'ai pas de chiffre fourni par le client pour ça. Je sais qu'on peut le déduire, on va le faire dans une seconde, mais pour l'instant, je n'ai pas de chiffre dans les données fournies. Et le FGP n'est pas calculé encore non plus. Donc là, je viens d'écrire une quatrième équation. Je sais qu'il se calcule le FGP. Moi, je suis rigoureux, donc je viens d'écrire une quatrième équation, je vais les calculer après. Et j'ai rajouté deux inconnus supplémentaires, donc je suis à 8 inconnus ou 9 inconnus. Ah oui, il n'y a pas d'erreur, juste 8 inconnus, parce que ça c'est la première fois que j'utilise, mais FGP, il apparaissait déjà ici. Donc, c'est pas une nouvelle inconnue que je comptabilise. Donc, écrire cette équation-là, me rajouter juste cette nouvelle inconnue-là. J'avais deux moments de force à calculer, donc je dois calculer aussi pour MTC. MTC, ben, il faut que j'aille voir c'est quoi son bras de levier. Ben, son bras de levier, là, c'est la force qui est ici. La distance avec le temps, elle correspond au 140. Donc ça, c'est mon bras de levier pour la force FTC. Donc là, maintenant, je peux l'identifier officiellement, puis je peux le mettre sur le dessin. Donc j'utilise le même nom aux deux endroits et le même nom en bas également, j'espère. Oui. Mais là, j'ai un chiffre. Fait que dans la partie en vert, je peux mettre le chiffre fois la force de tension en C, que je n'ai pas de chiffre dessus, mais qui était déjà listé dans mes variables. Fait que je viens d'écrire la cinquième équation et je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Là, j'étais à 8 inconnus. Mais là, j'ai ces trois inconnus-là qui me restent à régler. Bon, on va régler la distance. Donc, je veux connaître le petit bras de levier qui est ici. Il n'y a pas d'équation de physique pour ça. C'est l'analyse de la situation. Là. Cette distance-là correspond à quoi par rapport aux chiffres qu'on m'a donnés? Ben, directement à aucun, mais c'est le milieu de la poutre. Donc, c'est la moitié de la poutre. Je pourrais mettre une cote que j'ai probablement mis ici, là. Dire ça, je serais capable de le calculer, ce que je viens de mettre en rouge différent, ben, c'est cette cote-là, plus cette cote-là, divisé par 2. Donc là, ça me donnerait... On va essayer de faire apparaître les deux cotes en même temps. Donc ça, c'est la cote qui correspond à la moitié de la poutre. Puis ça, c'est la distance que j'ai besoin. Donc la cote qui est ici en dessous, j'essaie d'attraper. Ben, dans le fond, c'est cette cote-là, la moitié de la poutre, moins celle-ci, moins 60, ça me donne ça. Là. Au niveau stratégie, pour ça que je dis, c'est juste d'analyse de la situation. Donc, cette cote-là, c'est la moitié de la poutre, c'est la moitié du 60 plus du 40. Cette moitié-là, je dois lui enlever le 60, puis je vais tomber sur la petite cote qui est ici. Donc, prenez le temps d'étudier la situation. Là. Je ne peux pas expliquer de la physique là, associée à ça, c'est vraiment juste de l'analyse des dimensions de l'objet. Donc, ici, je n'ai pas marqué que j'avais pris une équation de physique. J'ai marqué que j'avais fait l'analyse de la situation. Donc ça, c'est ma longueur de poutre totale, 0.6 plus 1.4. Je prends la moitié de ça, puis j'enlève le 0.6 à gauche. Ben, ça va me donner mon bras de levier, le chiffre que j'ai besoin ici. Après ça, il me reste les deux forces qui étaient là, que je n'ai pas de valeur. Il y en a une que ça va être facile, c'est FG. FTC, je sais que c'est un FG aussi. Quelqu'un pourrait arriver et dire, ben, la tension dans la corde, il faut qu'elle soit égale au FG qui est ici, là, pour que le bloc reste suspendu. Ça, on le comprend, mais il faut annoncer c'est basé sur quoi en physique? Ben, c'est basé sur la somme des forces en Y
j'ai bien dit en Y et non pas en X, mais là, faites sur l'objet, sur la masse suspendue en C. Donc, quand on regarde les forces qui existent sur cet objet-là, il y a juste deux forces qui agissent sur cet objet-là. Il y a FTC vers le haut, puis il y a FGC vers le bas, est égal à 0. Ça vient démontrer, hors de tout doute, basé sur une loi de physique, que FTC est égal à FGC. Et maintenant, j'ai deux FG à calculer, celui-là en haut ici, puis celui-là. Donc ça, c'est chapitre 8, FG est égal à MG, que j'applique. Évidemment, je n'avais pas comptabilisé mes équations ici, mais là, je venais d'écrire une septième équation en vert, et ça va rajouter un inconnu, là, FG, donc j'étais à 7 et 9. Je vais calculer justement le FGC, mais c'est MC qui est une valeur connue, fois 9.8 qui est une valeur connue, ma huitième équation, puis aucune nouvelle inconnue. Puis j'utilise le même principe pour FGP. Donc FGP, c'est la masse de la poutre, valeur connue, fois le 9.8, valeur connue. Je viens d'écrire une neuvième équation, neuvième inconnue. Et le problème est terminé d'un point de vue physique. Il reste juste des mathématiques à faire, de manipuler toutes ces équations-là. Évidemment, il y aurait eu des chemin plus simple que ça, ben plus simple, pas nécessairement plus simple, qu'on aurait eu l'impression qu'il y a moins d'étapes, mais même quand j'aurais caché des choses, exemple, si ici, là, je remplace FGP immédiatement par 12 fois 9.8, ben, j'ai appliqué ce concept-là de physique, là. Même si je l'annonce pas clairement, j'ai utilisé ça. Moi, ce que je veux, c'est laisser une trace qui ne cache aucun principe de physique que j'ai utilisé. Donc, je sais que dans certains livres de physique, on aurait vu le bras de levier fois MC fois G immédiatement, là, ou plutôt ça c'était MP, donc MP fois G de documenter à cet endroit ici. Mais il reste que quand je fais ça, je viens d'utiliser un concept de physique. À la prochaine page des notes de cours, ben, j'ai le retour des réponses. Évidemment, 9 équations, c'est un très gros système à programmer. C'est peut-être mieux pour certains de le faire par calcul intermédiaire. Exemple, là, ils sont programmés dans mon cas justement en sens inverse, les choses qui se calculaient bien au départ. Fait que c'est sûr que quelqu'un, sans faire un système d'équations, aurait pu calculer FGP, c'est 12 fois 9.8, puis obtenir son chiffre. Ce que la calculatrice va me retourner, c'est le 117.6 qui est ici. Puis à part, après ça, calculer son FGC. Moi, c'est sûr que j'ai fait tout calculer d'un coup. 9 équations, je ne peux même pas les rentrer, c'est des 6 dans l'outil résolution d'équations, donc j'en fais 6, puis après ça, j'en rajoute manuellement. L'avantage, comme je vous le rappelle, c'est de faire une fois les calculs sans aucune simplification qui viendrait fausser mes données en cours de route. Mais moi, beaucoup de plus important à voir, c'est de dire, je sais que d'un point de vue physique, il est résolu, que j'ai utilisé tous les concepts qui me permettent de le solutionner. Moi, je trouve que c'est des merveilleux problèmes de physique là, qui font appel à beaucoup de choses. Je vous invite à prendre le temps de le réanalyser, de vous assurer que vous comprenez les outils qui ont été utilisés, la démarche. Vous voyez, on a commencé avec des problèmes assez simples en début d'année où ce que je faisais, données, schéma, puis une ou deux formules. Là, plus ça va, plus que de formules. Mais j'utilise toujours la même démarche. Je pars du point d'interrogation, j'essaie de me trouver un outil qui me permet de calculer ce point d'interrogation-là. Souvent, ça implique après ça de faire d'autres calculs.